L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Daniel, il fait beau, Eliana. il pleut, Oh là là. c'est Comment la avez-vous fait bracha. pour venir jusqu'ici avec ce temps? Eh ben, écoutez, j'ai pris un taxi, c'était la ouais. meilleure chose à faire. Comme ça, j'avais il besoin de fallait se traire une protéger. vache aussi en route. Oui, alors oui, j'ai- oh là là. Voilà. Donc voilà, je suis là ce matin. Il est 8h30 et c'est l'heure donc de la chronique, de votre chronique Un jour notre histoire. Et alors là, ce matin, vous avez décidé de nous parler d'une figure marquante de la L'histoire révolte, juive. on va dire, de l'histoire juive pendant la Shoah et de la révolte du camp de de Sobibor. Alors, je voudrais vous parler ce matin d'Alexander Sacha Aronovitch Petersky, qui est né en Ukraine à Kremenchuk le 22 février 1909 et qui est mort à Rostov-sur-le-Don le 19 janvier 1990. Et il a été, avec Léon Feldendler, l'organisateur de la révolte des déportés internes du camp de Sobibor en 1943. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre qui est cet Alexander Petersky. Il est né, comme je vous l'ai dit, en 1909. Il a été diplômé en musique et en littérature. Et puis, la guerre éclate. Et donc, en 1941, il intègre l'armée soviétique comme conscrit. Et pendant l'opération Barbarossa, donc en octobre 1941, ça ne fait que quelques mois qu'il est à l'armée. Il est prisonnier par l'armée allemande. Il va essayer de s'évader. Et puis, rapidement, on va l'identifier comme juif. Et donc, il va être d'abord transféré dans un camp de travail à Minsk et un peu plus tard dans le camp d'extermination de Sobibor en septembre 1943. Alors, du fait qu'il était officier dans l'armée soviétique, il a de l'expérience et donc il va être approché par les meneurs du mouvement de résistance du camp et il va en accepter le rôle majeur et c'est ainsi qu'ensemble ils vont mettre un plan de révolte qui va comprendre l'assassinat des officiers SS du camp. Alors le but c'était d'attirer chaque officier dans un endroit isolé et de le tuer. À partir du moment où on l'aurait tué, les prisonniers devaient ensuite récupérer ses armes et prendre aussi des armes à l'arsenal et prendre la fuite par l'entrée principale du camp. Alors, il faut expliquer que le camp de Sobibor, la façon dont il avait été construit, c'est qu'à part l'entrée principale, qui était un endroit où il y avait un chemin libre, tout autour du camp, à côté des barrières, eh bien, tout était miné. C'est-à-dire que si quelqu'un essayait, j'imagine que c'était comme ça dans la plupart des camps, si quelqu'un essayait de sortir en coupant les barbelés d'un des murs du camp, eh bien, il y avait des mines, et donc des mines personnelles, et ça aurait été très difficile. Ils réussissent ainsi, lorsqu'ils lancent l'évasion, ils réussissent à tuer 11 officiers, mais malheureusement, les Allemands sur place découvrent un cadavre et cela met donc tous les responsables du camp en alerte. Petersky va tout de suite dire aux détenus, va leur dire vite, il faut faire une brèche dans les barbelés et il faut courir à travers le champ de mines qui entoure le camp pour essayer de s'enfuir. C'est ainsi que sur les 600 détenus du camp, on a 300 qui vont réussir à sortir, ce qui est quand même énorme, 300 sur 600. 70 d'entre eux vont être tués en tentant de s'enfuir. 170 vont être repris et tués dans les jours qui vont suivre. De même que tous les prisonniers qui n'avaient pas pris part à l'évasion. On a entre 50 et 60 personnes, donc 60 des évadés qui vont survivre à la guerre. Petersky va faire partie de cela. S'enfuyant et arrivant dans les forêts qui entourent le camp de Sobibor, il va intégrer une unité de partisans soviétiques. Avec ces partisans, ils vont participer à des actions de guérilla jusqu'à ce qu'il ait une blessure sévère à la jambe et donc qu'il oblige en fait à s'arrêter un petit peu. À la fin de la guerre, il retourne à la vie civile et c'est là qu'on voit le drame des Juifs soviétiques, de ce qu'ils ont vécu, puisqu'il va être arrêté par le NKVD après la guerre. Il va être accusé de s'être laissé capturer vivant par les Allemands, ce qui était un crime de trahison sous l'URSS de Staline. Il va être condamné à une peine de longue durée et envoyé dans un camp de travail. Il va être finalement libéré puisque sa condamnation a provoqué un tollé international du fait de son rôle dans l'évasion massive de Sobibor. Il est décédé en 1990, comme je vous l'ai dit, à Rostov-sur-le-Don. Et en Israël, on s'en souvient, il y a à Tel Aviv un monument
à sa mémoire. Ça, c'est la première chose. Et puis, une autre chose qui est importante de dire aussi, en 1963, il y a eu Est-ce qu'il y a, par exemple, au mémorial du Yad Vashem, un monument qui marque cette révolte de Sobibor ? Alors, je vous m'attrapez là. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a un monument. Je pense qu'on En tout parle cas, de la révolte du camp de Sobibor, comme on parle de la révolte du ghetto de Varsovie, bien que le ghetto de Varsovie prenne plus de place que le camp de Sobibor. Je suis persuadée qu'il y a que le souvenir est perpétué, ça c'est sûr. Maintenant, ce que je voulais surtout dire, c'est que en 1963, on a eu le grand procès des 10 gardes ukrainiens du camp de Sobibor. Il y a 9 d'entre eux vont être d'ailleurs tués, vont recevoir la peine de mort, et un va avoir 15 ans de prison, et bien entendu notre ami Pechersky sera sur place et va témoigner. Combien de gens ont réussi à échapper donc, pendant cette révolte Alors il y a 300 personnes qui sortent du camp, mais sur les 300 il y en a 70 qui vont être tués en tentant de s'enfuir, et 170 qui vont être pris. Au final on a 50 à 60 personnes. Mais ce qui est important de dire, c'est-à-dire que les gens sortent. Si je ne m'abuse, apparemment, d'après ce que je sais historiquement, on ne sortait pas vivant du camp de Sobibor. Exactement, c'était un de ces camps où on y entrait et on n'y sortait pas. Et puis ce qui est important de dire aussi, c'est que après, dans la fin de sa vie, donc Pechersky va être bloqué en Union soviétique. Il va essayer de sortir, on ne le laissera pas, comme beaucoup de juifs qui étaient importants jusqu'à la tombée du rideau de fer. Ces juifs-là ne sortaient pas de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, dans les années, la fin des années 70, il y a un film qui va sortir sur la révolte du ghetto du camp de Sobibor, et on va essayer de l'inviter, on va vouloir le faire venir. À cette époque-là, il sera déjà trop fatigué et trop malade pour venir. Donc il ne va pas pouvoir même assister. Et comme vous l'avez dit, donc c'était un camp d'extermination de Sobibor. C'est la raison pour laquelle sur place, il n'y avait que 600 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 250 000 personnes qui vont y être assassinées. C'est un camp qui est l'équivalent du camp de Belzec ou du camp de Treblinka. Et quand eux arrivent sur le camp, eh bien, on n'a que 600 personnes. Et ces 600 personnes, en fait, ce sont les 600 personnes qui font du travail de manutention, en fait, pour tenir le camp, pour accueillir les personnes qui arrivent, pour les tuer, et puis voilà, tout simplement. Puisqu'on parle de ce camp, on peut rappeler qu'il y a quelques mois, ou un peu plus d'1 an, on a retrouvé dans des fouilles archéologiques sous le camp un médaillon d'une jeune fille qui s'apparente au fameux médaillon d'Anne Frank, et on essaye de retrouver le lien qui pouvait exister entre cette jeune fille, je crois qu'elle s'appelait Myriam Cohen, et Anne Frank. Alors c'est très important de parler de ces fouilles qui sont faites à Sobibor. Par exemple, si vous allez à Treblinka aujourd'hui, ce qui reste de Treblinka, vous n'allez pas y retrouver grand-chose. Il y a un grand monument avec des pierres qui représentent toutes les communautés qui ont été tuées pendant la Shoah, ou qui ont été tuées, toutes les communautés qui ont été tuées à Treblinka, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on a amenées à Treblinka et qu'on a tuées. À Sobibor, il y a quelques années, il y a eu cette idée un petit peu révolutionnaire entre guillemets de faire des fouilles archéologiques, et une des importances primordiales de cette recherche, c'était de retrouver les chambres à gaz. Les chambres à gaz, puisque les néo-nazis ou bien les négationnistes s'empressent de dire que les chambres à gaz n'ont jamais existé. On a la même problématique à Auschwitz, puisque les Allemands ont détruit. Donc on n'a que les chambres à gaz du Stammlager, du camp Auschwitz I, ce qu'on appelle. Et donc, il y a eu cette recherche, c'était très important, donc de faire des fouilles archéologiques, et c'est ainsi qu'on a pu retrouver, donc c'est en fait dans la baraque de déshabillage qu'on a retrouvé certains éléments juifs. Je pense qu'il y a d'autres choses qui ont été retrouvées aussi. Mais aussi, c'est important de le dire que dans tous ces pays, quand on fait des fouilles archéologiques, et ça c'est le Père des Bois qui en parle énormément, quand on fait des fouilles archéologiques dans ces endroits-là, eh bien, il est important de ne pas le dire. C'est-à-dire que les populations qui habitent avoisinantes, elles n'attendent qu'une seule occasion pour pouvoir aller elles aussi fouiller, parce que peut-être qu'elles y retrouveraient des dents en or ou des trésors. Et c'est la raison pour laquelle, en général, il y a un secret autour de ces recherches. Et ce n'est que quand on trouve quelque chose, on attend encore un petit peu, quand on termine toutes les fouilles, on peut à ce moment-là en parler. Bien, merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé le souvenir donc du Mefaket, du commandant de la révolte du camp de Sobibor, Alexandre Pietchevski.
Petcherski. J'espère que j'ai Vous dit y son êtes nom. presque. Alexandre Petcherski. Voilà, merci beaucoup. C'est comme Koutchenko, c'est- Voilà, merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une petite pause et tout de suite après la revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.